Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on se retrouve pour cette deuxième partie d'émission pour parler avec Étienne Campion, journaliste à Marianne et auteur du Président Toxique aux éditions Robert Laffont, pour parler du Président Toxique. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Alors, pourquoi un livre sur la toxicité d'Emmanuel Macron et pourquoi ce terme toxique ? Alors, le terme interpelle, j'ai eu pas mal l'occasion de m'en expliquer. Je le refais, c'est normal, c'est le jeu. Et d'ailleurs, c'est pas juste un terme pour attirer le chaland, c'est vraiment pour entrer dans la complexité du personnage. Il est trivial, ce terme. C'est vrai que normalement, on l'emploie pas pour un président. Il y a quelque chose d'assez oxymorique. On l'emploie pour des personnalités, qu'il s'agisse d'amis, de concubins, de collègues. Effectivement, pour distinguer de la personne méchante. La personne méchante, c'est simple, elle est méchante au début, elle est méchante à la fin, elle est méchante au milieu. La personne toxique, elle a deux faces. Elle a une face lumineuse et une face plus sombre. On s'est habitué et acclimaté à sa face lumineuse, donc on est plus vulnérable à elle quand se montre sa face plus sombre. Pourquoi ? Parce qu'on reste empreint du souvenir de sa face lumineuse. Et j'essaie d'expliquer ça assez schématiquement, mais en gros, l'idée c'est qu'Emmanuel Macron, on le connaissait séducteur. Je suis pas le premier à expliquer que c'est un grand séducteur. Ça a déjà été documenté. Oui. Depuis qu'il est entré en politique, on le sait. Mais ce que ce livre-là apporte, et c'est là qu'il veut être un mode d'emploi pour tous les moments où Macron désormais arrive dans l'actualité et où on ne le comprend pas, j'essaie de creuser aussi profond qu'on est englué pour comprendre que, en plus de cette phase séductrice, depuis le départ, couvre quelque chose en lui de beaucoup plus sombre, beaucoup plus cassant, tyrannique, et toutes ces petites relations de séduction qu'il a eues se sont transformées avec le temps. Alors à différents degrés, il y en a qui en ont moins souffert que d'autres, mais en des relations qui ont fini une espèce de chaos sans raison. Et il y a la grande relation toxique, celle qu'il a avec le pays. Ouais. Et voilà, du coup, en fait, vous faites un parallèle entre les deux, les relations qu'il a pu avoir de manière sociale. Il y a la petite politique et la grande. Ouais. Souvent on dit oui, non mais il y a les choix politiques sont pris dans une logique rationnelle, c'est la haute politique. Il serait pris, on imagine des gens en train de faire des grands plans sur une carte très rationnelle. Non, les politiques sont toujours le reflet de leur personnalité pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, je sais pas moi, De Gaulle qui sauve la France en 40. Pour le meilleur, des grands chefs d'État, etc. Et pour le pire aussi, quand leur personnalité, depuis toujours, parce que ce qu'il y a chez Macron, c'est que je fais des liens entre le jeune Macron, enfant, ado, et celui d'aujourd'hui. Donc, dans la toxicité, il y a plusieurs sous-dimensions. Il y a l'ultra-séduction, le manque d'empathie, la capacité à mentir sans aucun problème, l'incapacité du coup à ressentir le désarroi des gens, etc., etc. Donc ça l'a rendu très 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 bon pour monter très vite, séduire un peu tout le monde, mais en fait indifférer la souffrance des gens, c'est-à-dire moi, vous, peu importe, quand on a un rapport aux gens à peu près normal, on a du mal à faire du mal aux gens. C'est quelque chose qui, c'est comme ça, c'est en nous, on sent une culpabilité. Lui, depuis le départ, il est traversé par une absence de culpabilité, que ce soit dans son rapport à sa famille, à ses amis. Il n'en a pas vraiment eu d'ailleurs. Donc en fait, à chaque fois, je rentre dans... Et c'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire que le trait personnalité principale, et ça a été discuté ici et ailleurs et de nombreuses fois, c'est le narcissisme déjà, et le fait que Macron est quand même très seul, y compris dans sa famille. Ça commence par Manu et Manette, la grand-mère Manette, qui a remplacé sa mère d'une certaine façon, très tôt fâché avec sa famille, avec cette affaire avec Brigitte. On sent quelqu'un de coupé du reste du monde et qui vit pour lui en fait. Oui, dès le départ en fait. Alors il y a cette grand-mère Manette qui comprend très vite son talent, qui comprend très vite qu'il a quelque chose en plus, qui l'élève en fait et l'éduque à ses propres talents, son propre talent, notamment celui de la parole. Très jeune, le jeune Emmanuel, d'ailleurs c'est ce qui va l'amener à l'atelier de théâtre, est bon à l'oral, et il sait que c'est une forme de force motrice libidinale qui fait que
Voilà, on prend tout de suite confiance en soi, d'ailleurs, quand on est bon. Hein. Il n'y a pas de fumée sans feu de ce côté-là. Et elle comprend, enfin, lui en tout cas, joue la grand-mère contre les parents et la fratrie. Il a aucun problème à attrister ses parents, parce que ses parents le vivent assez mal, en fait, qu'il aille en permanence chez sa grand-mère. Sa grand-mère qui vient le récupérer, c'est une ancienne instite, très Troisième République, qui lui fait lire des auteurs, etc. Et qui vient le récupérer après l'école. Ses parents se disent, c'est bizarre. Bon, c'est pas un drame, hein, après tout. Mais le jeune Macron, lui, prend un certain plaisir à voir qu'autour de lui, on se bat un peu pour lui. Très vite arrive le cas Brigitte. D'abord, la grand-mère est très jalouse. Donc, vous voyez, tout de suite, bon. Elle comprend qu'elle va pouvoir aider Emmanuel et Brigitte contre les parents, en les hébergeant, en leur apportant un soutien. Brigitte comprend qu'elle va devoir parier sur cette grand-mère. Donc, en allant là, quand le jeune Macron est parti d'Amiens pour Paris, Brigitte, elle reste là à Amiens. D'ailleurs, elle subit des colibets, les rumeurs, etc. Et elle passe du temps avec la grand-mère pour la rassurer, pour avoir son aval, etc. Et donc, oui, pour revenir à ce qu'on disait, il y a chez lui une espèce de capacité à l'indépendance affective. En fait, moi, j'appelle ça comme ça. Il a des personnes, donc la grand-mère va mourir en 2013, après ça va être Brigitte, mais il a des personnes sur qui il compte pour pouvoir indifférer de compter sur le reste du monde. C'est-à-dire que Brigitte est devenue beaucoup, il l'aime de façon disproportionnée. Tous les gens qui l'ont vu disent qu'il y a quelque chose d'étonnant, il se regarde en permanence, il se trouve dans la pièce, etc. Tous les gens que j'ai interrogés me disent, oui, mais il joue un peu pour elle, à la fin il va la voir, il lui dit comment tu m'as trouvé, etc. L'écrivain Emmanuel Carrère a une formule que je trouvais assez intéressante. Il dit qu'il y a une sorte de pacte à deux. Voilà. Donc, ouais, effectivement, quand on rentre dans le personnage, tout de suite on voit des choses qui... alors, dans sa jeunesse, c'est plutôt quelqu'un de lumineux. C'est-à-dire que mes 11 premiers chapitres, on a affaire à un jeune homme qui a des trucs assez étonnants, qui quand il rencontre des camarades de classe, passe très vite à autre chose. Enfin, il est très ambitieux. Et il cherche le réseau parisien qu'il n'a pas parce que provincial. Ouais. Et donc, toute sa jeunesse, c'est séduire Saint-Germain, parce qu'il se rêve auteur. Hein, Babylone, ce roman qu'il trimballe sous son bras. C'est un peu ça, son but, en fait. Les lettres d'abord, pas la politique. Oui, attention quand même, parce que jusqu'à son échec à l'ENS, le jeune Macron ne pense pas à la politique. C'est ça. En fait, c'est ce qu'on appelle aussi un écrivain raté. Je suis désolé, la formule est un peu dure, mais d'ailleurs, il a fait plus qu'un roman. Il en a fait d'autres qui sont moins connus. Mais ce roman... Mais aucun publié, c'est ça? Non, aucun publié. Je suis tombé sur des gens qui l'avaient en main. J'ai tout fait pour avoir quelques pages. J'ai pas réussi. Il est pas terrible, ce roman. C'est un roman... Vous avez lu des pages de... Alors, on m'a raconté deux pages, mais j'ai pas pu lire le livre, mais j'aurais adoré. Et en fait, c'est un roman picaresque, c'est-à-dire un roman d'aventure dans le Mexique du XIVe siècle, au temps des conquistadors, avec des récits de nécrophagie, des trucs assez bizarroïdes. Mais bon, le jeune Macron, lycéen et hypocagneux, donc en première année d'études supérieures, aime ça. Et attention, donc, avant l'ambition, mais qui est une ambition un peu de vengeance quand il arrive à l'ENA, une ambition de rachat de ses anciennes ambitions. D'abord, il voulait être un espèce d'écrivain, il avait un look de poète maudit avec des cheveux longs, il était un peu bizarre, il reprenait ses profs de français, il a séduit d'autres profs, je le raconte dans le bouquin. Avant et après Brigitte, il y a 2 profs de français. Alors, quand je parle de séduction, c'est pas une séduction nécessairement sexuelle, c'est une séduction qui aurait pu donner une autre Brigitte. Bon, mais il se trouve qu'il y a eu Brigitte. Des profs qui lui demandent de faire cours devant les élèves. C'est assez impressionnant. En gros, il a déjà une prof en 3e qu'il trouve très bon. Elle lui trouve un premier stage à Paris. C'est son stage chez Bordas. En fait, Bordas, c'est un éditeur de dictionnaires. Bref, grâce à ça, ensuite, il va faire un grand discours pour faire sa présentation de stage en 3e. Et c'est là qu'il va taper dans l'œil de Brigitte. Mais après ça, il y a effectivement sa prof en Hippocagne, qui s'appelle Anne Morel, à Henri Hippocagne-Cagne. Qui pareil le trouve très bon, mais après ça arrive vite, il y a des profs on peut taper dans l'œil d'un prof et réciproquement sans qu'il se passe quelque chose, mais lui, vous voyez, il a dès le départ une capacité à séduire les adultes.
très vite, très très vite. Ça, depuis l'enfance. Et là, cette prof-là, elle va lui donner quelque chose qui est entre un oral, un exposé et un cours. Les élèves s'en rappellent encore. Donc c'était bizarre, c'était pas désagréable. C'est un truc sur René Char, que sa grand-mère lui avait fait parler de ce poète qui s'appelle René Char, donc début du XXe siècle. Et c'est bizarre parce que il obtient tout ça. Pour l'instant, c'est pour briller. Vous voyez, ces trucs déjà sont là. Cette espèce de la prise de parole, être vu, parler, être au centre de l'attention et au centre de l'attention pour parler. C'est d'avancer comme ça. C'est toujours voilà. Bon, là, on étonnant pour les autres. Du making d'Emmanuel Macron, la première partie de sa vie. On va marquer une courte pause et puis on va revenir sur ce livre, et puis surtout revenir aussi sur l'actualité, la prestation télévisuelle de mardi dernier, puisque c'est ça qui nous intéresse aussi avec vous, Étienne Campion, auteur de Président toxique aux éditions Robert Laffont. À tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité, Étienne Campion, journaliste à Marianne, auteur du Président toxique, pour parler d'Emmanuel Macron, sa vie, son œuvre, mais surtout et aussi dernier entretien en date, le 20h de TF1, enfin soirée spéciale, pour faire son bilan quasiment, et dire que tout est super. Le problème, c'est le pessimisme des Français. Oui, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais chacun a eu son impression. Moi, le sentiment que j'ai eu, c'est une espèce de malaise entre le contraste entre la situation du pays et son espèce de légèreté. Déjà, légèreté dans le format, parce que il réinvente ce qu'il a déjà fait, une rencontre avec les Français. Là, on a, en fait, si vous voulez, des Français qui représentent, j'ai l'impression, ça a été pensé comme ça, différentes catégories de l'opinion. Et à la fin, lui est là comme le président réconciliateur, au-dessus de tout ça. Donc déjà, cette façon de se mettre en scène, mais aussi la gravité en fait des temps. Et on ne se sent pas du tout traversé par une espèce de mea culpa. Des mea culpa, il en a quasiment jamais fait. Jamais. Ouais. Il a eu un tout petit mea culpa sur la dissolution là, le 31 décembre. Bon, mais ça va pas extrêmement loin. Il n'y a pas un moment où on a, un vrai mot. D'ailleurs, il pourrait être gagné à faire ça. Non, ce sont toujours des formules. En fait, vous pouvez les noter d'ailleurs. Vous pouvez pas. Moi, je m'amusais à les noter. C'est-à-dire que on coche des croix. Bingo, ouais. Il y a on n'a pas été assez loin. Il faut continuer. C'est-à-dire toujours cette espèce de double mouvement entre ce dont on vient et vers là où on va, avec cette idée que tout est toujours à refaire. Et j'avais l'impression qu'on parlait à quelqu'un comme en 2017. C'est-à-dire on attendait les petites phrases, les petits mots, les petites intentions qu'il allait lâcher, parce qu'effectivement, dans la Ve République, la parole d'un président compte énormément. Si un président dit j'aimerais bien que les fleurs là-bas soient bleues, qu'on ait plus de sous-marins nucléaires ou qu'on baisse les impôts, ça compte énormément puisqu'il a tous les pouvoirs. Là, il n'y a pas tous les pouvoirs, justement. Il a certes, il lui reste un grand pouvoir, parce que c'est la Ve République, et celui des relations internationales. Ouais. Bon, à la limite, on peut faire une émission là-dessus. Mais on se retrouve avec ce truc, on va le questionner sur des toutes petites choses. Il est réussi, comme toujours, à donner l'impression qu'il peut parler. J'ai dit, moi, à un moment, il se met à parler de la pêche en eau profonde, mais des choses très précises. Et il donne l'impression de parler au moins aussi bien que ses interlocuteurs qui sont des experts du sujet sur des sujets. Mais en fait, on arrive à un moment donné, on se dit, mais attends, mais s'il connaît tout, qu'il peut encore tout faire, pourquoi est-ce qu'on en est là ? Et il y a un côté vertigineux dans cet exercice, avec des moments comme ça où à la fin il se met à signer une espèce, on lui dit mettez une promesse là, il doit écrire. Ouais. Ah oui, donc s'engage à faire des choses complètement vagues. Et l'éternel recommencement des libertés, l'éternel recommencement des formats. Moi, je dis que on perd notre temps à regarder ces choses-là sans dézoomer sur qui il est, ce qu'il a fait et où on en est en fait dans l'histoire du macronisme. Et je trouve que Macron a été très Macron en fait là mardi, au sens où il y a cette capacité à utiliser la parole comme hypnose et auto-hypnose en fait pour se rassurer et tenter de rassurer les gens. Et de fait, à des moments, on se dit mais c'est vrai qu'il est pas mauvais sur les sujets. Il y a des moments même là, même en prenant beaucoup de recul avec beaucoup d'esprit critique, on dit il arrive à rebondir et tout, mais
à chaque fois chez Macron, ce recours à la parole comme effet performatif, c'est-à-dire je parle et puisque je parle, je me remets en scène, et vide, dénué de sens. Rappelez-vous, il y avait le grand débat quand il parlait jusqu'à 3h30 avec les intellectuels. Il y avait le lancement aussi du grand débat, mais avec les maires là, à Grand Boucteroule, 6h, etc. Il y a des rencontres de Saint-Denis où là, il veut impressionner un petit comité, donc il se dit allez, je vais ramener tous les chefs politiques, ça donc c'est pas filmé. Ouais. Et puis là, il y en a qui sont intimidés devant lui, on racontait des trucs, il y en a qui étaient pas bien, ils tremblaient devant Macron parce qu'il a quelque chose, il arrive à par la parole, même si quand on recule, on se dit non mais tout ça, vu l'état du pays, ça ne peut être que des mots, du vent, etc. C'est que des mots, mais on a l'impression que c'est un candidat permanent en fait. Un candidat, c'est ça, on sait pas. Il est là pour faire sa promotion personnelle, sans faire son bilan. On ne sait pas trop à qui on a affaire. Est-ce que c'est un président en fin de règne? Est-ce que c'est un futur candidat? Est-ce que c'est un ex-candidat? Mais alors il y a un sondage du Figaro qui dit que 84% des Français ne veulent pas le voir se représenter en 2032. Si c'était non, mais vous avez vu à la fin, il a laissé entendre qu'il n'était pas sûr. Oui, mais 84%, donc, c'est sans appel. De fait, je pense qu'il a aucune chance, on va pas se mentir. Mais chez lui, tout est toujours possible. Il y a quelque chose de... Après avoir... Comme je vous dis, je vais pas le parler un peu simple, mais parfois, après avoir menti et rementi à des personnes, il a tenté de les rallumer. C'est ce que je raconte dans le bouquin, c'est la stratégie du mort-vivant. C'est-à-dire, il a tout fait à quelqu'un et il croit que la 11e fois, en revenant comme ça, comme si de rien n'était, il allait pouvoir le faire. J'évoque plein de cas. Il y a, je sais pas, Jean-Pierre Jouyet, il y a Damien Abad, il y en a pas mal d'autres qui ont vraiment souffert avec Macron. Et puis, comme ça, du jour au lendemain, Gérard Collomb, Chevènement, à qui il fait vivre un supplice et à qui il offre une légion d'honneur. Enfin, il y a ce truc comme ça qui montre à quel point il est désynchronisé, clivé, comme dissocié de l'univers des affects des gens normaux. Individuellement, les gens qu'il a rencontrés et les Français. Et ce truc-là, on le voit à plusieurs moments, il le dit déjà, il commence par dire dans Révolution qu'il est désynchronisé par sa grand-mère qui était elle aussi désynchronisée de l'époque, etc. Mais même après la dissolution, il a dit cette phrase que j'ai trouvée géniale, il a dit « Si j'étais sentimental, je me serais suicidé ». Et il traverse les moments sans être... Quand il dit sentimental, c'est normaux. C'est-à-dire nous, effectivement, si on arrive dans le costume de Macron avec le lot d'aversion et même parfois de haine qui suscite, on aurait beaucoup de mal à vivre ça. Mais lui, il y a quelque chose de la légèreté au-dessus de la mêlée. On n'a pas l'impression qu'il s'endort mal, vous voyez. De toute façon, il dort peu. Donc, parce que tout ce qui compte, c'est d'être au centre de l'attention, finalement. Donc, peu importe les critiques. Tant qu'il est au centre de l'attention, il vit les choses assez bien. Mais il y a, à propos de cette façon de ne pas avoir d'affect, il y a cette anecdote tragique à propos de la mort de Gérard Collomb. Il doit tout à Gérard Collomb, quasiment. Il le dit, d'ailleurs. Et donc, Caroline Collomb, la veuve de Gérard Collomb, ne voulait pas que Macron rende un hommage. Il le fait quand même. Il lui tord la main, fait son discours avec emphase, comme d'habitude. Et voilà ce qu'elle dit dans votre livre. L'histoire de la relation entre mon mari et le président est une tragédie. Il est encore trop tôt pour que j'en parle. Et elle ajoute, mon mari en est tombé malade. C'est exactement ce que je vous dis sur le lien profond entre les petites relations humaines et le président, le grand, celui qui prend fait la grande politique, quoi. Oui, tout est lié, c'est-à-dire que il y a la gestion des hommes fait la politique. Et chez Macron, là par exemple, je peux vous parler de l'anecdote de Gérard Collomb. Effectivement, sa femme garde une grande rancœur contre Macron parce qu'elle est convaincue que le cancer de l'estomac qu'a eu Gérard Collomb est lié à cette relation. Alors, je suis pas médecin, difficile à dire. Voilà, mais c'est vrai que Gérard Collomb son histoire a commencé en larmes de joie, elle a fini en larmes de pleurs. C'est lui, en fait, Collomb, effectivement, qui est le premier grand ralliement. Il y a un événement qui s'appelle le Sommet des réformistes à Lyon en septembre 2016. Il est là, aussi parce qu'il avait des comptes à régler avec le vieux PS d'Hollande. Bon, il n'avait pas été ministre. Et là aussi, je vous dis, c'est un idéal type, cette relation avec Collomb, parce qu'il y a tout dedans. C'est-à-dire qu'il y avait tout pour que ça se passe bien.
Collomb, en gros, le fait élire, ils arrivent à l'Élysée, comme je vous dis, plein de joie. Mais là, évidemment, Macron, déconnecté de ce que attendent les gens, ne lui demande pas, en fait, le poste qu'il veut. En fait, en réalité, il voulait quelque chose à l'urbanisme. Macron le met à l'intérieur alors qu'il n'avait pas envie parce que il veut avoir quelqu'un qui contrôle. Je vous la fais courte, mais en gros, Collomb est choqué par l'attentat de la gare Saint-Charles où il voit deux jeunes lyonnaises, il voit les corps, c'est horrible, il y a un djihadiste qui les a tués. Macron ne comprend pas ce qui est en train de se passer chez Collomb, à savoir qu'il est en train de devenir un homme du régalien qui veut lutter contre l'insécurité, un peu contre l'immigration, etc. Il laisse aller dans son sens, il y a des bisbilles internes, Collomb finit par démissionner, vous vous rendez compte, il avait tout pour bien avancer, on est à peine en 2019 qu'il a déjà démissionné, et ensuite... C'est quoi la raison de sa démission ? Parce qu'on se rappelle de son discours, hein, la France, fameuse phrase, face à face, c'était des phrases fortes avant de partir. C'est ça. La raison réelle, c'est la perte d'arbitrage, en fait, sur plein de sujets qui lui étaient chers, ces sujets-là. Il s'en expliquait d'ailleurs dans une interview au Point plus tard. Il a dit que pour lui, enfin, il était aussi notamment question de l'accueil d'un navire en Méditerranée. Bon, voilà, il y a plein de choses comme ça, mais la vraie rupture... Souvent, les macronistes disent « Non, mais oui, bon, j'ai fait 1 an, 2 ans, mais j'avais besoin de me reconnecter avec ma famille. Vous savez, la politique, non. Quand on a le pouvoir, certes, c'est bien d'avoir des enfants. La vérité, c'est qu'il y a une rupture profonde et que c'est pas parce qu'on avait envie de prendre du temps. C'est parce que on ne comprend plus le président et il ne nous comprend plus. En tout cas, lui ne fait pas l'effort de nous comprendre. C'est vrai. Et donc, cette histoire a fini, en querelle à la mairie de Lyon. Collomb désinvestit des élections pour la métropole et vous dit à la fin un cancer, terrible, une guerre en plus entre les deux couples, Collomb et Macron, avec leurs compagnes qui rentrent dedans, qui rentrent dans la danse. Donc, c'est des histoires comme ça, il y en a plein. On va parler justement de ces histoires, le body count en fait, du macronisme. Combien de morts laissés sur la route, morts réels ou symboliques, parce qu'ils sont nombreux. On va marquer cette pause et puis se retrouver avec vous, Étienne Campion, dans un instant. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Étienne Campion, notre invité, journaliste à Marianne, auteur du Président Toxique. On parlait de la prestation d'Emmanuel Macron mardi soir, de son début de carrière, la prise de pouvoir. Et puis il y a Macron au pouvoir depuis 2017 maintenant. Et on voit que les déçus du macronisme, ou les victimes du macronisme, sont nombreux, extrêmement nombreux. On a l'impression qu'il y a eu plusieurs phases avec des chouchous. Et puis, comme une cour, les débuts du macronisme, c'est Sibeth Ndiaye, Benjamin Griveaux, et puis ceux-là tombent très vite, sont exfiltrés, puis il y a la suite. Comment ça se passe en fait, ce renouvellement, trouver toujours des gens pour se faire maltraiter dans des ministères ou ailleurs? J'identifie plusieurs phases. En fait, je fais un chapitre où j'essaie d'expliquer comme ça cette gestion des ressources humaines depuis le pouvoir. Il y a plusieurs phases. Il y a ceux qui ont tenu jusqu'au, en gros, gilet jaune, ceux qui ont tenu jusqu'au Covid, et ceux qui ont tenu jusqu'à peu près 2022, quoi. Mais personne aujourd'hui, même Alexis Collère, vous avez vu, est parti. N'a vraiment... Alors il en reste 1 ou 2. Il y a son aide de camp, sa secrétaire particulier, et sa photographe privée, Soisic de la Moissonnière. Ce sont des cas intéressants d'ailleurs, je me penche dessus aussi. Ce qui se passe, c'est une espèce de gestion des ressources humaines chaotique, mais en fait, chaotique, c'est pas le bon mot, parce que chaotique, ça voudrait dire que c'est pas contrôlé. Moi, ce que je dis, c'est que c'est méthodique. À partir du pouvoir, il y a une espèce d'inversion de la vapeur qui change la nature de la relation d'Emmanuel Macron aux gens. Le grand séducteur devient de plus en plus cassant, hautain, il se met à redresser pour redresser, à relancer des personnes en leur faisant miroiter des choses. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans Paris, la politique, c'est souvent comme ça. C'est-à-dire, vous prenez le sarkozysme et le hollandisme, en gros, vous avez des gens, des déçus qui traînent leur spleen dans Paris. Mais là, il y a quelque chose de très particulier dans la mesure où ce sont pas des gens qui sont partis parce qu'ils ont perdu, je sais pas moi, il y a eu des tournants idéologiques qui leur ont pas correspondu, etc. C'est des gens qui ont été
là qui ont fait le macronisme et qui se sont retrouvés très vite expurgés par la force, pas centrifuge, mais centripète, c'est-à-dire des forces il a méthodiquement écarté le personnel politique autour de lui pour se retrouver seul. Il y avait les Mormons au début, donc c'était Ismaël Emelien, etc. On peut ne pas les aimer. Moi, je suis pas macroniste, donc ces gens-là, ils sont sur une ligne social-démocrate un peu progressiste à la Obama. Bon. Mais au moins, ils avaient l'envie de construire. Ils voulaient, ils étaient loyaux. Ils le sont toujours d'ailleurs. C'était la société civile. Ils étaient jeunes. Oui, voilà. Ils disaient ok, on va. Le macronisme, ça existe, c'est quelque chose. Il y a une promesse, on va l'amener. Sauf que arrivés au pouvoir, ils se sont retrouvés dans une espèce de gestion des ressources humaines où en fait, le mot que j'utilise, c'est protectionniste. Macron, il est protectionniste avec personne. C'est-à-dire que normalement, les présidents, les chefs d'État, mais même les dictateurs, peu importe, les rois, ont des clans. Les clans, c'est utile en politique, ça sert à se protéger. On fait pas ça pour les beaux yeux des gens, on les fait parce que ça permet d'avoir des fusibles, parce que ça permet de jouer différents sons de cloche, en fait, entre, par exemple, je sais pas, une aile droite, une aile gauche, etc. Lui a méthodiquement désintégré son clan. C'est-à-dire que il s'est retrouvé, il s'est affaibli paradoxalement en ne protégeant personne, en mettant les uns contre les autres aussi, avec ce truc un peu darwinien en fait. L'écosystème macroniste, la cour dont vous parlez, il y en a une. Hein. Bien sûr. D'ailleurs, Benalla, c'est un cas symptomatique là-dessus, parce que Benalla, quand il a été interrogé, il dit en fait, moi j'ai juste compris les règles du jeu. Lui, t'es beaucoup plus cynique que les autres. J'ai compris les règles du jeu. Il faut certes avoir les faveurs du président, mais il n'y a pas vraiment de loi et de règles. Et donc, il a compris que s'il avait les faveurs du président, en fait, personne n'allait avoir le courage de dire à Benalla, tu fais pas ça, mon gars. Donc, c'est exactement ça qui s'est passé. C'est juste un mec qui était pas géré, qui a vu les failles, qui allait faire de fait, il allait les refaire la plomberie et les ampoules au Touquet. C'était un homme de main, mais comme des présidents en ont. Et Macron l'a surprotégé parce qu'en fait, il a compris que si on parle bien à Macron, on va avoir droit à ses faveurs. Parce qu'il y a des gens, attention, hein, c'est ce que je dis aussi, Macron n'a pas bazardé tout le monde de façon univoque. Il y a des gens qui l'a surprotégé, mais surprotégé de façon un peu irrationnelle. C'est-à-dire, quand il voit les gens, c'est ce qu'on m'a dit aussi, c'est quand il voit les gens qui se dépouillent en public pour lui, les tripes à l'air, là, il prend du plaisir, parce qu'il y a quand même plaisir de voir la personne souffrir pour lui. Il y en a pas mal de gens comme ça. Il y a eu, par exemple, Abad, tout le monde, en interne, tout le monde voulait qu'il démissionne dès qu'il y a les trucs de Mediapart qui sortent pour dire des accusations de viol. Benalla, évidemment. Il y en a d'autres comme ça. Mais en tout cas, ce qui ressort, c'est que cette gestion, je vous dis, assez chaotique, en fait, raconte une méthode présidentielle qui consiste à la fin à n'avoir plus que lui en jeu et parfois à tenter un peu le diable chez des gens pour être bien sûr qu'ils s'éloignent du pouvoir. Moi, ce que j'ai l'impression d'avoir vu parfois, quand il rallume des proches et des fidèles, parlons de Julien de Normandie. Julien de Normandie, c'est un gars qui était avec Macron à Bercy au début. Quand Macron quitte le secrétaire général de l'Élysée en 2014 parce que Hollande n'en veut plus. Hollande, à vrai dire, au début avait senti quelque chose de bon, mais il éloigne d'abord Macron. Ils ont un projet avec de Normandie de start-up, etc. C'est quelqu'un depuis le départ. Et pourtant, qu'est-ce que fait Macron en janvier 2024 quand il est question de nommer Gabriel Attal Premier ministre et de renouveler après Elisabeth Borne? Il dit à son ancien ami Jean de Normandie, fais-moi une note de gouvernance, un ministère, etc. Le gars, c'est quand même hyper fort, vous imaginez, ça arrive même pas une fois dans une vie, ça arrive sur 1 million de personnes, pouvoir un jour avoir le pouvoir. Et à la fin, il dit non mais en fait, Julien, j'avoue, j'ai oublié de te dire, c'est Gabriel qui va être Premier ministre, je suis désolé. Bon. Et vous voyez, même Ferrand intervient et dit c'est pas normal ce que tu fais, Emmanuel. Et donc, ce qu'on ressent chez ce président, c'est comme un plaisir à voir l'humain, l'autre, traversé par la faiblesse du pouvoir et comme un constat un peu cynique à aimer voir les gens
voir leur vie basculer dans le bon ou dans le mauvais. C'est ça, c'est vraiment des moments qui sont Côté vraiment démiurge, enfin le sadisme aussi, d'aller chercher. Le sadisme, oui, il y a des moments, c'est clairement sadisme. C'est clairement ça, et d'aller chercher aussi des gens qui l'ont critiqué hein, quand il fait le casting d'Édouard Philippe. C'est quelqu'un qui avait été très critique de Macron pendant la campagne en 2016-2017. Darmanin aussi, Bruno Le Maire aussi. Darmanin et Le Maire aussi, et de les faire venir et de dire bah, maintenant tu vas bosser pour moi. Ça, c'est une sorte d'humiliation première qui va sceller en fait la façon dont les gens travaillent avec lui. Moi, ce que je dis, c'est que ça racontait déjà quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens dans la place de Paris avec qui il aurait pu prendre des ténors, des lieutenants. Qui il prend ceux qui l'ont bien attaqué dans les vieux partis en place. Je rappelle quand même que Darmanin, par exemple, apparaît lui comme un populisme pour bobo. Philippe disait il promet tout avec le cynisme d'un vieux routier. Le maire, pareil. Et pourtant, déjà, il les prend dans ces camps-là. À quoi ça sert ? Ça sert à envoyer un message au camp en disant regardez, même les gens chez vous sont avec moi. Ça sert aussi, et ça, c'est ce que j'appelle la stratégie du mort-vivant, à prendre des gens qui sont déjà morts. Dans leur camp à eux. En fait, c'est simple. Ouais. Quand quelqu'un a trahi, il peut pas retrahir, vu qu'il a déjà trahi, donc il peut pas retourner dans son camp. Donc il est avec vous et il est bien docile. Et ce que des proches m'ont dit, c'est que pour Darmanin et Le Maire, ça a été dur pour les Français de les voir, mais croyez-moi, ça a été aussi très dur pour eux. Ils se retrouvaient avec un président... Pourtant, ils ont tenu longtemps. Darmanin est toujours là. Oui, mais c'était un chemin de croix. Bruno Le Maire, il s'est fait humilier en petit comité à plein de reprises. Je raconte plein de scènes où il est question de réunions de grandes orientations économiques. Il n'a même pas la parole. Il n'a même pas, et vous, monsieur le ministre du président. Enfin, des petites choses comme ça, il y en a plein. Darmanin, lui, il est malin parce qu'il a réussi, il comprend des trucs, il comprend la personnalité du président. Il va jouer un peu le marquis de cour qui a compris comment lui parler, qui comprend son humour, et puis il est beaucoup plus cynique. Donc en fait, il a réussi un politique professionnel. Oui, mais Darmanin, il l'a bien compris. D'ailleurs, il est de retour, hein, Darmanin, vous avez vu. Donc c'est qu'il a très bien. Il avait juste le temps long aussi en tête. Hein, chez le personnel politique qui a gravité autour de Macron, il y a une aptitude au cynisme déjà qui est évidente. Ceux qui sont pas cyniques, il y en a plein, ils sont partis tôt. Hein. Ouais, et vous les voyez aujourd'hui, vous dites bah non, moi je pouvais pas. Tout le monde n'est pas la force de cynisme. Alors, de politique. Il y en a un quand même qui est très discret et qui est là depuis le début, c'est le Cornu, ministre des Armées. Alors ouais, il est là, même s'il il a jamais. En fait, il est monté doucement. Lui, c'est vrai que je raconte son parcours. Il a une sorte de zèle, mais assumé. C'est-à-dire que c'est ce qu'on fait en Macronie de plus symptomatique pour réussir. C'est-à-dire, en fait, je fais un chapitre, c'est quoi la recette pour de la longévité en Macronie. Et c'est vrai que le Cornu, alors déjà quand il a son poste au ministère des Affaires étrangères, il a bien fait comprendre à Macron, t'inquiète pas, je serai juste un super ambassadeur, hein, en gros un super diplomate. Mais c'est vrai, parce que être ministre des Affaires étrangères sur Macron, en fait, c'est comme faire le café, ça sert à rien. Il est président. Déjà que le président. Jean-Noël Barrot est quand même très actif. Hein. Oui, il est actif, mais là, c'est parce qu'il y a aussi. Il y a beaucoup de fronts partout. Parce qu'il y a oui, mais Macron peut pas il est actif, mais Barrot, c'est aussi un macroniste. Enfin, comme dire, assumer, revendiquer, plutôt le doigt sur la couture. Hein, c'est pas un rebelle. Hein. Ah non, clairement pas. Donc voilà. Et puis non, des cas, en fait, il faut les prendre un par un. Il y a Schiappa aussi, par exemple. Schiappa, on va y revenir, parce qu'il y a de quoi dire, effectivement. Je pourrais tous les faire, mais... On va en faire encore quelques-uns. Dans cette dernière partie, on va marquer une courte pause et se retrouver dans un instant. L'invité. Et pour terminer cette émission avec Étienne Campion, journaliste à Marianne, auteur du Président toxique aux éditions Robert Laffont, on parlait des victimes, entre guillemets, du macronisme. Vous voulez revenir sur le cas de Marlène Schiappa, qui doit beaucoup à Emmanuel Macron, mais qui à un moment a dit stop, hein, finalement. Oui, Marlène Schiappa, elle a eu cette technique un peu, si je prends des balles pour le président, je serai défendu et je pourrai avancer. Et c'est vrai que ça a marché. C'est-à-dire que rappelez-vous, essayez de vous rappeler de toutes ces fois où en fait Marlène Schiappa est venue avec un aplomb assez fort. Je me rappelle pendant les Gilets jaunes d'ailleurs. Voilà, défendre la méthode présidentielle, c'est un exercice de communicant. Les communicants, ils vous en parlent comme ça, hein, quand vous leur en parlez en off. Voilà, on a une histoire à raconter. On fait des briefs, etc. Si on se mouille, si on fait
par balle, si on prend les coups, on va rester. Et Schiappa, pour le coup, ça a plutôt bien marché. Mais imaginez que même elle a fini par partir. Bon, il y a eu l'affaire du fonds Marianne aussi. Et là, en fait, ce qu'elle a fait, la partition qu'elle a jouée, c'est moi qui n'y retourne plus, parce qu'on lui a proposé, en tout cas c'était mon info à l'époque, d'y retourner aux législatives de 2024. Elle a dit non, stop. Donc en fait, il y a différentes nuances dans les ex-macronistes. Il y a les repentis complets. C'est-à-dire, moi je les classe souvent, je mets ma petite échelle de 0 à 10. Il y a un repenti complet, celui-là il est rare. Alors en tout cas, ils parlent pas en on. Je peux pas dire leur nom ou son nom. Et ils parlent, voilà, ils vont dire complètement, et c'est génial parce que on n'y va pas par quatre chemins, on perd pas son temps, il dit tout. Il a pas de problème d'ego à expliquer qu'il y a cru, et voilà. Il y a celui qui est un cran en dessous qui dit bon, moi c'est vrai que j'ai découvert quelque chose, je suis pas d'accord avec le président, mais bon, on continue à se parler sur Telegram de temps en temps. Je garde un respect pour lui, etc. Et de fait, comme je vous le disais en antenne, même si Macron a occasionné du tort, déçu, amené sa présidence dans le mur, il a permis des carrières aux gens. C'est-à-dire que quand faut voir quand même pour les gens, c'est-à-dire que quand on est un politique plus ou moins raté et qu'on devient ministre, et après on émarge dans le privé avec un salaire à 5 chiffres. Donc bon, oui, vous êtes fait rouler dessus, oui, votre nom restera associé à ça, mais ça aurait pu être pire. Regardez Bruno Le Maire, il a fait 3% à la primaire LR en 2016. Il a eu les clés de l'économie pendant 7 ans. Donc on se rappellera de lui comme un marchepied du président qui a beaucoup encaissé. Rappelez-vous la dernière polémique sur laquelle ils se sont quittés sur l'état du budget. Alors lui aussi, un truc que Macron a détesté, c'était ses romans. Macron a envoyé plein de petits offs très très salés. Parce que là aussi, le redressage macronien, il passe par les offs dans la presse, notamment dans le Canard enchaîné, signé l'Élysée, où Macron a dit que il vous met un bon gros taquet. Vous dites, mais c'est mon chef, il me met un taquet. Après, on l'appelle, il fait, qu'est-ce que c'est que ça? Il fait, non, mais c'est pas vrai, faut pas. Vous voyez ce truc-là? Je veux dire, le recadrage en tête-à-tête, ça aussi, c'est un truc que j'explique chez Macron, n'existe quasiment pas. C'est-à-dire le boss à l'ancienne, en fait, c'est ça. Hein, Dans mon bureau, ce que tu as dit, c'est une connerie, jeu dans les yeux. Mais bon, tu vas changer, c'est constructif, on passe à autre chose. Ça n'existe quasiment pas. Je cite des exemples où un des petits plaisirs de gourmet du président, c'est en Conseil des ministres, il va critiquer très violemment quelqu'un, sans nécessairement dire son nom d'ailleurs, et il fait comprendre, les phrases comme ça à l'emporte-pièce, et là tout le monde se regarde. Et pour la personne qui est visée, c'est super dur. Là, j'en citais une, c'était la ministre du logement Vargon qui avait dit faut arrêter avec le modèle des pavillons à la française, etc. Un truc un peu, c'est vrai, un peu méprisant sur les bords pour les gens qui ont un pavillon en France, quoi. Et il dit non mais qu'on arrête d'emmerder les Français. Vous savez la phrase de Pompidou là. C'est comment est-ce qu'on parle comme ça et tout, cette phrase sans la regarder. Vous voyez, cette espèce de remise en place toute mitterrandienne, quoi. Donc voilà, et je disais sur l'échelle de ceux qui ont subi, bon, il y a ceux-là, après il y a ceux qui sont toujours à 3-4, ceux-là vraiment, et vous dites non mais je conserve un respect pour le président, Philippe Grandjean par exemple, un peu comme ça, c'est le conseil spécial de Macron, c'est un des types qui était là dès 2012, il préconisait à Macron de faire cette ouverture par le centre, il est assez âgé, il est vraiment très macronien. Pendant la dissolution, il lui a envoyé une lettre pour essayer de le retenir le dimanche, ça n'a pas marché. Dernière loi immigration, pareil, il a essayé de le retenir, ça n'a pas marché, mais il continue à professer une espèce de qu'il y a une relation particulière. Pourquoi pas d'ailleurs, avec le président, pourquoi pas d'ailleurs, mais c'est vrai que on constate tout un tas de gradients entre les gens qui sont passés par là, et c'est normal, il y a des personnalités différentes, parce qu'en fait c'est un peu la double peine, c'est-à-dire vous avez déjà vécu quelque chose d'ennuyeux, de pas facile, de déceptif. Si en plus vous venez traîner votre spleen dans Paris, c'est compliqué. Vous passez pour le type qui, le rabat-joie. Il y a quand même quelque chose qui ressort en fait et qui doit être peut-être un avertissement, c'est de dire que parce que Macron n'avait pas de parti qui crée ce mouvement En Marche, il arrive seul au pouvoir avec des équipes qu'il va renouveler au gré de ses envies. Aujourd'hui, en fin de course, il est extrêmement seul.
Oui, bien Complètement sûr. Mais à part peut-être Brigitte, bon, il reste quelques conseillers quand même dont je parle qui ont remplacé les premiers, Clément Léonardouzi, Jonathan Guémas, Bruno Roger Petit. Je fais de longs chapitres sur eux. Oui, mais c'est des courtisans là, c'est autre chose. La longévité, Oui. Bruno Roger Petit est entré en tant que courtisan, notamment via des éditos dans son journal. Mais vous voyez, sa longévité raconte quelque chose. Et elle raconte quelque chose, pas pour moi, mais pour les gens qui ont vu ça, ceux qui étaient plein de bonne volonté au départ, et ils voient un type, Karim, qui est très cynique, qui a tout de suite compris les règles du jeu, qui va réussir à parler à l'hémisphère droit du président, parce que Macron arrive, il est de centre-gauche, et il comprend, en plus Brigitte est un peu de droite, donc il dit voilà, tu sais, il va falloir t'inscrire dans un héritage, etc. Il donne un nom, les Mormons, à ces fameux Mormons qu'on appelle comme ça, qui d'ailleurs sont très mal à l'aise avec ce nom qu'il leur a donné. Ça veut dire un nom de pisse-froid, en fait, parce que contrairement à lui, eux n'aiment pas la bonne viande, le vin rouge, etc. Voilà, ils se la jouent un peu comme ça. Et il comprend totalement ces règles-là jusqu'à, je vous passe, la dissolution, etc. Il affronte d'autres conseillers à l'intérieur. Il finit par globalement obtenir bien de cause, et il est toujours là. Et pendant la dissolution, il on ne sait pas trop c'est le seul fait. C'est le seul qui dit que la dissolution était une connerie. Était pas une connerie. Ah non, lui, il continue. Ah d'accord. Même en privé, maintenant, tout le monde dit que la dissolution, de toute façon, même sur le moment, tout le monde le dit. Mais lui, non, voilà. Et donc, cette longévité-là est parlante pour tout le monde. Et effectivement, cette solitude, de toute façon, comme je vous dis, j'essaie de le dire, elle est organisée. C'est-à-dire que à la fin, il faut qu'il reste plus que le président dans cette espèce de one-man show, mais qui fait peur, en fait. C'est ça qui est marquant, c'est qu'il fait peur à ceux qui... à tout le monde, y compris à ses soutiens, qui ne comprennent plus où il veut en venir. Et puis il y a cette phrase de conclusion qui est assez terrible quand même, où vous dites il lui était sans doute préférable pour la France comme pour lui-même qu'il ne fût jamais monté sur scène. Oui, c'est un petit un petit clin d'œil à la dernière phrase du très beau livre de Jacques Bainville sur Napoléon, où il dit sauf pour la gloire, etc. Il aurait peut-être mieux valu qu'il n'ait pas existé. Bon, c'est un jugement peut-être ambitieux, peut-être un peu lyrique, mais de fait, à quoi a servi tout ça ? Quelle sera sa postérité ? Je fais le pari que dans 50 ans, on se rappellera encore de Macron, parce qu'on ne se rappelle pas des gens nécessairement parce qu'ils sont bons, on se rappelle parce qu'ils ont marqué leur époque et qu'on ne les a pas toujours compris et qu'ils nous ont choqués. Je pense qu'on se rappellera de lui comme ça. Et effectivement, pour répondre à votre question, quelle trace il va laisser sur son nom, quelle trace il va laisser sur ce qu'il a fait. Oui, il a eu le pouvoir. Ça l'obsède, hein, ça c'est quelque chose. Ça l'obsède, certes. Oui, il a pris beaucoup de plaisir. Il a une vie folle. Je veux dire, il a traversé le monde, il a rencontré un tas de personnes, il a vécu des moments extrêmement forts, mais à quoi bon quand on voit l'état du pays, quand on voit... C'est pour ça que je dis que parfois il y a dans l'histoire des moments un peu insensés comme ça, et je crois que même pour lui, pour la trace qu'il laissera sur le nom Macron, je suis pas certain. Ce sera pas forcément positif, effectivement. Voilà, c'est extrêmement judicieux. Merci beaucoup Étienne Campion, journaliste à Marianne, d'être venu sur ce président toxique, hein, c'est le titre de votre livre aux éditions Robert Laffont. Et puis nous on va se quitter, mais sur Sud Radio vous retrouvez Brigitte Lahaie qui va parler justement des luttes de pouvoir dans le couple. Alors de Brigitte ou Emmanuel, qui a le pouvoir ? Ça c'est une autre question, mais on n'y répondra pas aujourd'hui, mais peut-être prochainement. Ah oui.